Salut à tous, bienvenue dans le Top 10 Boss, l'émission qui fait le top 10 de tout et n'importe quoi, mais pas n'importe comment. Et aujourd'hui, aujourd'hui c'est une émission particulière parce qu'on va se faire le Top 10 roman. Truc de ouf. Et alors pour ça, je sais pas où vous en êtes, mais si vous êtes à l'apéro, c'est bien, sirotez ça tranquillement. Ou sinon, ouvrez une petite bouteille de vin, mettez-vous bien dans votre petit canapé. Vous vous posez tranquillement, on va prendre notre temps aujourd'hui, on va tâcher, histoire de vivre tout ça un peu bien, quoi. Et ça va être épique. Une bouteille de vin. Je vais peut-être me mettre en face comme un spectacle. Ouais, peut-être, ouais. Ok, alors, le top 10 roman. Ah, putain, mais d'entrée de jeu, j'ai envie de gueuler. Et oui, j'ai envie de te dire, mais c'est pas possible de faire un truc pareil. Top 10 roman. Il existe des millions de romans. Des millions de trucs géniaux, il y en a partout. Alors oui, tu pourrais essayer de me rassurer en me disant que oui, mais sur les millions, c'est surtout, il y a plusieurs millions de merde, la grande majorité c'est pourri. Oui, mais ça suffit pas, parce qu'il en reste des milliers et des milliers qui sont formidables. C'est-à-dire que même si on te faisait la... Allez, on t'en prend quelques petites centaines, hein, puis voilà, ça sera... Mais non! Même pas! Top 10! Et c'est pas top 10, top 10 000! C'est 10 comme ça! Alors, c'est inhumain! C'est pas normal de nous infliger ça! Et on s'inflige ça entre nous, ici, là. Ouais, tu me diras, mais pourquoi? Mais parce que c'est important d'aimer des choses et de savoir pourquoi on les aime. Et c'est pas simple, ça va être déchirant. Tranquille avec ton vin. Vas-y, tranquille, l'apéro, la petite olive. Mais, je vous parlais d'un petit apéro tranquille, mais non, en fait, ça va être une épopée, ça va être une traversée. On va en chier. 10. Bon, mais faut y aller. C'est parti pour le top 10 roman. Souvent, hein, vous qui suivez cette émission, vous savez à quel point souvent les choix sont déchirants. Mais j'ai envie de te dire, sur la carrière d'un artiste, sur quelques... Ça n'a jamais été aussi déchirant que ce soir. Parce que le 103e est presque aussi cher à mon cœur que le premier. Tu comprends bien la notion, là. C'est difficile. Mais c'est le jeu. Alors, allons-y. J'ai mal de le dire, mais numéro 10... En numéro 10, je mets Le trafiquant d'épaves de Stevenson. Oui, c'est-à-dire que je pourrais aussi mettre Adolphe de Benjamin Constant. Ou toutes les centaines d'autres, on va se tenir à ce fil. Le trafiquant d'épaves de Stevenson. Alors Stevenson, il faut savoir que c'est quand même un très grand narrateur. Et en plus, c'est quelqu'un qui non seulement raconte bien les histoires, mais il parle bien des histoires. Il a une faculté d'analyse qui est puissante, qui est intéressante, qui est très éclairée et très éclairante. Parce que nous, Français, Européens, et peut-être de manière un peu générale, on a une idée de Stevenson, on le cantonne un peu à la littérature pour enfants, hein, c'est lui qui écrit L'île au trésor. Et on n'en est jamais vraiment revenu. Donc j'aimerais commencer par une petite anecdote juste sur Stevenson. Stevenson était un grand ami d'Henry James. Alors Henry James, c'est l'autre. Si vous voulez, Henry James, c'est le grand auteur. On l'appelait le Proust anglais. Alors, pour toutes les bonnes et les mauvaises raisons. C'est pas tout à fait comme Proust, mais en même temps, il y a beaucoup de choses qui rappellent l'écriture de Proust. Donc c'est l'homme des salons, c'est lui qui va peindre les intérieurs, et puis c'est l'homme des relations, des psychologies. Très intéressant. Stevenson,
Lui, c'est l'homme de l'aventure. Il envoie ses gars à la chasse au trésor. Je dis beaucoup ses gars parce qu'il n'est pas très doué, et il le reconnaîtra lui-même, pour peindre des caractères féminins. Parce qu'il est très... C'est le petit garçon qui veut des trésors. Mais ces deux gars-là étaient très amis. Et si vous voulez, il y a un petit peu la grande littérature, qui est Henry James, et puis il y a cette petite littérature enfantine, dont Stevenson est un peu le parangon. Bon, et on a ces deux gars qui étaient très amis, qui discutaient beaucoup, qui passaient plein de soirées, comme nous ce soir avec un petit verre de vin. Et ils discutaient avec les flammes de la cheminée, ils se racontaient des choses, et ils avaient évidemment des opinions sur l'œuvre de l'autre. Ils se lisaient entre eux. Mais comme souvent, dans toute amitié, il y a toujours un petit déséquilibre. Il y en a un peut-être qui parle un peu plus que l'autre, ou qui, qu'il le veuille ou non, dicte un petit peu ses petites vérités, ses petites notions, ce qui est jamais bien. Et peut-être que l'autre est suffisamment grand pour l'écouter avec un sourire, mais néanmoins nul mépris. Eh bien, Stevenson et Henry James, voilà, étaient deux grands amis, et Stevenson avait un petit peu l'ascendant dans cette relation. C'est lui qui avait l'ascendant sur Henry James. Et c'est Henry James qui disait de cet auteur pour enfants, Stevenson est le plus grand auteur d'Angleterre de cette période. Stevenson disait à Henry James, mais c'est très bien Henry, vos petites analyses psychologiques, elles sont très profondes, mais est-ce que vous pourriez pas faire sortir vos héros de leur salon ? Vous pourriez pas les embarquer dans un bateau, puis ils iraient chercher des trésors sur une île, ils feraient quelque chose d'important dans leur vie, ils resteraient pas dans leur salon. Et Henry James souriait, mais il comprenait, mais il a jamais vraiment réussi à passer ce cap-là. Et Stevenson qui a passé bien des caps. Attention, ces personnages réfléchissent. C'est pas... Quand on dit littérature pour enfants, L'île au trésor est son petit tube. C'est peut-être là où les psychologies sont à peine esquissées. Il a des romans où les psychologies vont un peu plus loin. Mais en même temps, ça ne deviendra jamais l'analyste Henry James. Ce qui est fou, c'est que là, ces deux-là, avec ce petit échange, cette petite proposition de Stevenson à James, il y a quelqu'un qui un jour va arriver et va synthétiser ces deux choses, c'est-à-dire d'un aventurier avec psychologie. Il y a un écrivain qui arrivera et qui synthétisera ces deux êtres-là, qui sont déjà deux sommets de la littérature dans des littératures différentes. Celui qui synthétisera ça s'appelle Joseph Conrad. Et j'en ai beaucoup parlé dans ces vidéos, on va en reparler. Mais c'est dire, c'est intéressant, ce qui traverse un auteur, il faut peut-être quelques décennies, un peu de temps pour que ces fantasmes d'auteur, d'autres manières d'écrire se réalisent dans un autre auteur. Il y a une chaîne comme ça, on se passe quelque chose. Ça c'est beau. J'aurais pu parler du Maître de Ballantrae, qui est magnifiquement écrit, avec des déstructurations chronologiques. Il casse ses chapitres, le présent, le passé. J'aime beaucoup quand on bouge dans tout ça. Stevenson est très fort. Stevenson invente un petit peu les points de vue dans la littérature, en tout cas la littérature des aventuriers, ce que Conrad reprendra donc plus tard à son compte en diversifiant encore les points de vue. Conrad était évidemment un très grand lecteur de Stevenson. Stevenson joue donc là-dedans. Le Creux de la Vague, autre roman magnifique. Et bien sûr, en dehors des romans, j'aimerais dire qu'il faut lire ses essais sur la fiction. C'est une magnifique analyse de comment on raconte une histoire. Et il épargne personne, Stevenson, à commencer par lui. C'est quelqu'un qui peut paraître comme ça très... Il en veut à tout le monde, il dit « Ah, ça c'est pas bien », mais il dit toujours pourquoi, et il se range dedans. On peut le suivre assez loin là-dedans, on peut avoir confiance. On peut ne pas être d'accord, ça bien sûr, mais on peut suivre sur son avis, il essaye d'être objectif. Il essaye, le moins mal qu'il peut, tout en étant subjectif dans ses goûts, bien sûr, dans ses choix. Dur, faut tenir cette ligne entre objectivité et subjectivité. Du coup, voilà, il faut lire ses essais sur la fiction. Henry James les adorait, un auteur comme Borges en était fan, disait c'est les plus grands écrits qu'on ait eus sur l'analyse du récit de fiction. C'est dire à quel point il faut un petit peu repenser Stevenson, il faut réhabiliter Stevenson là-dessus. Voilà, ça c'est fait. Le bouquin donc que j'ai choisi ce soir, c'est pas ceux que j'ai cités avant, c'est Le trafiquant d'épaves, The Wrecker. C'est peut-être le roman de Stevenson où il donne la plus grande peinture de ce qu'il est capable de faire, à savoir s'intéresser à des climats très différents. C'est un bouquin qui nous perd
Ça commence dans les Marquises, dans les îles, comme un roman d'aventure, et hop, on se retrouve dans l'Angleterre, comme un roman de mœurs, quoi. Et hop, on passe à Paris, on est dans le quartier latin, avec les bohèmes, c'est roman très balsacien, d'un seul coup, il y a une couleur comme ça, la vie de bohème à Paris. Et hop, on part à San Francisco, et on se croirait dans un roman de Jack London. On voyage beaucoup et il s'autorise ça. Il y a 0 unité de Dieu. Là, on est vraiment, c'est une odyssée. Hein. On part dans tous les sens et jamais n'importe comment. Il suit sa ligne. Le trafiquant d'épaves raconte l'histoire de London, étudiant. Il arrive de sa famille, il part étudier à Paris. À Paris, il va rencontrer un gars, un journaliste, qui s'appelle Jim Pinkerton. Là, ils vont se lier d'amitié, il y a quelques aventures et ils vont finir par débarquer dans une vente aux enchères où sera mis en vente l'épave d'un bateau qui s'appelle le Flying Scud. Et ils vont tâcher de racheter ce bateau. Peut-être que le plus simple, et ce qu'on va faire dans Stop, c'est un peu con de parler de bouquins et de pas lire d'extraits, c'est débile. On va lire un peu Stevenson. J'ai choisi un extrait, n'avale pas de travers ton olive. Il était près de 10 heures et nous pénétrâmes sans plus tarder dans la salle des ventes. Le Flying Scud, qui pour nous revêtait une grande importance, semblait n'avoir eu qu'un faible attrait pour le grand public. Le commissaire-priseur était entouré d'une vingtaine de spectateurs. Derrière eux, formant un contraste frappant avec ces messieurs, j'aperçus mon ami, le capitaine Trent, venu, comme l'aurait fait à mon avis tout capitaine, pour dire un dernier adieu à son bateau. Le commissaire-priseur fit entendre pendant 2 ou 3 minutes les harmonies de sa flûte enchantée. Beau brigantin, cuivre neuf, 3 beaux canots, cargaison de choix, un investissement absolument sûr. Alors, messieurs, qu'allons-nous offrir pour une pareille occasion ? 100 $, dit Pinkerton. 100 $ pour monsieur Pinkerton, dit le commissaire. 100 $, personne ne dit mieux ? 100 $, 100 $ seulement ? Le commissaire ronronnait de la sorte, lorsque nous sursautâmes tous d'entendre lancer une enchère. Et 50 $. Excusez-moi, dit le commissaire. Et 50 $, réitéra la voix, dont je pus voir qu'elle provenait des lèvres d'un malheureux avorton, l'avocat Bellairs. 200 $, lança Jim. Et 50 de mieux, dit l'ennemi. Voilà de l'animation, murmurai-je à l'oreille de Pinkerton. Oui, cette petite crapule veut que ça saute, me répondit mon ami. Eh bien, il va recevoir une bonne leçon. 300, ajouta-t-il à voix haute. Et 50, lança l'écho. Jim, dis-je en chuchotant, regarde Trent. Je te parie tout ce que tu voudras qu'il s'y attendait. Oui, répondit-il, il y a quelque chose de bizarre qui se trafique. Et il renouvela son enchère. On en était arrivé à un chiffre voisin de 1000 $. Et Pinkerton, décidé à jouer le gros bluff, répondit « 2000 $. Bellairs resta impassible. « Et 50, dit-il. Le capitaine Trent avait pâli et visiblement semblait avoir du mal à reprendre sa respiration. « Fais encore un bond, Jim, dis-je. Trent faiblit. « 3000, dit Jim. « Et 50, dit Bellairs. Comme Jim l'avait dit, quelque chose de bizarre était en train de se trafiquer. Une seule chose était certaine, c'est que Bellairs et Trent étaient bien là, étrangement unis, étrangement séparés, tous deux décidés à mettre l'épave hors de notre portée, et ce, à un prix exorbitant. L'épave avait-elle une valeur plus grande que nous ne le pensions ? J'arrachai un feuillet à mon carnet de croquis et je pris l'unique décision inconsidérée de toute mon existence. « Si tu veux continuer, écrivis-je, je mets à ta disposition tout ce que je possède. » Jim lut ces lignes et me regarda avec stupéfaction. Puis un éclair passa dans ses yeux, et se tournant à nouveau vers le commissaire-priseur, il enchérit « 5100 $. Et 50, dit Bellairs de son ton monotone. Pinkerton aussitôt gribouilla à mon attention. « Qu'est-ce que cela peut bien être ?» Et je répondis, toujours par écrit, « Ah, je n'en ai pas la moindre idée, mais il y a quelque chose là-dessous. Regarde Bellairs, il va monter jusqu'à 10 000, je suis prêt à en jurer. » Et il le fit, et nous suivîmes. Mais déjà un bon moment avant, le bruit s'était répandu qu'un tournoi princier était en train de se livrer. Nous étions entourés d'une foule ébahie, et lorsque Pinkerton monta à 10 000 $, et que Bellairs, souriant jusqu'aux oreilles de se voir le centre d'un tel intérêt, eut lancé son fameux « et 50 », l'étonnement fit place à la fièvre. « 10 100 », dit Jim. Et tout en prononçant ces mots, il fit un geste brusque de la main. Son visage changea, et je vis qu'il avait compris, ou cru comprendre le mystère. Il écrivit un nouveau message à mon intention dans son carnet d'une main qui tremblait comme celle d'un opérateur radio. « Bateau chinois », inscrivit-il.
Et en style télégraphique palpitant, et avec un paragraphe qui dévorait la marge, il traça le mot « opium ». C'est certain, pensai-je. Voilà sûrement le secret. On avait atteint la somme de 17 000 $. Bellairs prit la décision de donner un coup d'éperon. 18 000, lança-t-il. Et 50, dit Jim, prenant à son compte la litanie de son adversaire. 20 000, fit Bellairs. Et 50, reprit Jim, avec un rire nerveux. D'un commun accord, ils en revinrent à leur rythme initial. Mais c'était désormais Bellairs qui lançait les enchères de centaines et Jim qui passait à 50 au-dessus. 30 000, dit Pinkerton, et ce faisant, il opérait d'un bond de 3 000 $. Je pus lire le doute dans les yeux de Bellairs, et puis j'y vis paraître la décision. 35 000, dit-il. 40 000, dit Pinkerton. Il y eut un long temps d'arrêt, pendant lequel Bellairs se montra aussi fermé qu'un livre, et puis, juste avant que le marteau ne tombe, il lança 40 000 et 5 $. Pinkerton et moi-même échangeâmes des regards éloquents. 45 000 $, dit Pinkerton d'une voix spectrale et tremblante d'émotion. 45 000 et 5 $, fit Bellairs. 50 000 $, dit Pinkerton. Excusez-moi, monsieur Pinkerton, ai-je bien entendu votre enchère demanda le commissaire-priseur. J'ai du mal à parler, bégaya Jim. J'ai bien dit 50 000 $, monsieur Borden. 50 000 ? Personne ne dit mieux ? Personne ne dit mieux ? Une fois ? Deux fois ? L'épave du brigantin Flying Scud est adjugée à 50 000 $. Mon Dieu, Jim, pouvons-nous payer ? m'écriai-je, car le coup de marteau semblait m'éveiller d'un rêve. Il faut les trouver, dit-il, blanc comme un linge. Cela va être affreusement dur, Loudon. Nous avons une bonne garantie, cependant, mais il faut que j'aille voir du monde. Fais-moi un chèque pour la somme dont tu disposes. Je te retrouve à l'Occidental dans 1 heure. Je rédigeai mon chèque, assis à un bureau. C'est ainsi que nous devînmes propriétaires du Flying Scud. Ouais. Il y a tout dans Stevenson, hein. Tout. Il n'y a jamais tout dans aucun livre. Mais il y a beaucoup. Il faut revenir de certains préjugés. De manière générale, avec Stevenson en particulier. Le trafiquant d'épaves, c'est mon numéro 10. Numéro 9. En numéro 9, je mets Au-dessous du volcan de Malcolm Lowry. Alors, ce qui est chiant dans ce petit top, c'est que tu vois, je voudrais te parler des œuvres, mais c'est difficile de parler de l'œuvre sans parler un tout petit peu du bonhomme. Lowry, il a une écriture très envoûtante, truffée d'images, assez compliquée. On peut passer à côté, et moi c'est ce que j'ai fait avec ce bouquin, Au-dessous du volcan, c'est un livre que j'ai lu 3 fois. La première fois, je suis totalement passé à côté. Hein. J'ai lu un truc où il y avait quelques éclairs pour moi des chouettes paragraphes, des chouettes visions. Mais globalement, putain, c'était long et voilà, j'ai pas chopé tout le parcours. C'est important avec certains bouquins, quand on le sent, si on a un doute, et si on a du temps, un peu de temps, de le relire. Parce qu'il y en a comme ça dans mon top 10, là, j'en ai quelques-uns que j'ai totalement raté à la première lecture. Donc celui-là, c'est un exemple. C'est certainement le plus grand roman, en tout cas le plus grand roman que je connaisse sur l'alcoolisme. Donc c'est l'histoire de Geoffrey Firmin, le consul, avec sa femme Yvonne. Leur histoire de couille. Leur histoire de couille. Leur histoire est un peu partie en couille. Mais Yvonne cherche à rattraper un petit peu son bonhomme. Tout ça se déroule au Mexique, sous un volcan, hein, d'où le titre. Et il se passe pas grand-chose, hein. Ça se déroule en 24 heures, mais disons que Geoffrey, sa notion du temps est un petit peu perturbée parce qu'il ingurgite en alcool, c'est mal. Pose cet apéro! C'est un petit peu difficile, Geoffrey Firmin, le consul, donc ne perçoit pas tout à fait la réalité comme les gens autour qui sont, disons, légèrement plus sobres que lui. Ce qui fait qu'on a quelques passages d'anthologie, et on va s'en lire un. C'est important de lire des extraits parce que parler d'un livre c'est bien, puis ça peut dégoûter ou ça peut donner envie, mais ce qui est important c'est de se confronter un petit peu à la manière qu'a l'auteur de parler, même si c'est une traduction. En l'occurrence bien traduite. Voilà un extrait donc. J'allais à Oaxaca. Pas de plus triste mot. Te dirais-je, Yvonne, le terrible voyage à travers le désert, dans le chemin de fer à voie étroite, sur le chevalet de torture d'une banquette de 3e classe,
L'enfant dont nous avons sauvé la vie, sa mère et moi, en lui frottant le ventre de la tequila de ma bouteille. Ou comment, m'en allant dans ma chambre, en l'hôtel où nous fûmes heureux. Le bruit d'égorgement en bas dans la cuisine me chassa dans l'éblouissement de la rue. Et plus tard, cette nuit-là, le vautour accroupi dans la cuvette du lavabo. Horreur à la mesure de nerfs de géant. Non, mes secrets sont de la tombe et ils doivent être tus. Et c'est ainsi parfois que je pense à moi-même comme à un grand explorateur qui, ayant découvert un extraordinaire pays, n'en peut jamais revenir pour faire don au monde de son savoir. Mais le nom de ce pays est Enfer. Au-dessus du volcan, numéro 9. Numéro 8. Je mets Les illusions perdues, de Balzac. J'aurais pu prendre le Lys dans la vallée, qui m'a déchiré le cœur. J'aurais pu prendre le Père Goriot, qui m'a déchiré le cœur, et en plus qui comporte l'une des... peut-être la meilleure dernière page de toute l'histoire de la littérature française. Mais je dis ça, mais il y en a au moins 10 ou 11 qui peuvent lutter avec. J'aurais pu prendre Louis Lambert, qui est peut-être moins connu, mais qui est admirable. Et en plus, Louis est un personnage qui est relié à certains autres personnages qui vont apparaître dans Les Illusions perdues. Parce que c'est le grand délire de Balzac d'avoir reconstitué, certes après coup, ce qu'il a nommé la comédie humaine, de faire un grand lien entre tous ces personnages. C'est quelque chose que j'aime, quand l'univers d'un auteur est suffisamment répandu pour que ces personnages se répondent d'œuvre en œuvre. C'est beau. Donc Balzac, voilà, donc il faut en choisir un, enfin il faut, on n'est pas obligé, tu vois, mais déjà, rien qu'à lui tout seul, il me fout dans la merde pour ce top 10. Je prends Les Illusions perdues. À un moment donné, quand on choisit un livre plutôt qu'un autre, c'est aussi pour des petites choses, c'est peut-être plus pour les grandes. Ou alors, ce sont les grandes. C'est juste qu'on n'avait pas compris, petit, grand, tout ça. Moi, l'un des grands souvenirs de ce bouquin, qui est dans tout ce top, c'est le seul livre que je n'ai lu qu'une fois. Alors peut-être que ça oriente aussi, tu vois. Peut-être que je suis encore trop sous le souvenir, sous le coup du souvenir, mais je ne l'ai lu qu'une fois. Il faut se méfier d'une lecture. Il faut la savourer, il faut la fêter, parce qu'un livre que tu as aimé une fois, c'est magnifique. Mais j'aime à revenir sur les choses pour m'assurer, ou pour me forger d'autres opinions, éventuellement. Les Illusions perdues, je ne l'ai lu qu'une fois. Et j'ai un souvenir formidable qui est lié notamment à ce qu'on appelle le cénacle. Dans Les Illusions perdues, il faut peut-être essayer de parler un petit peu du sujet du roman. Donc c'est Lucien de Rubempré qui débarque à Paris. C'est un peu la quintessence du roman balzacien, le petit provincial qui vient conquérir Paris, comme le fait Rastignac. Et voilà les personnages de Balzac, toute cette petite jeunesse qui a les dents très longues. Là, on est là-dedans, clairement, donc on trouve ce qu'on peut s'attendre à trouver. Une bohème parisienne, des étudiants, des journalistes qui bataillent pour se faire une place dans le monde, dans ce monde du 19e siècle, avant le Second Empire. Hein. Donc voilà, on est encore dans la première partie, le romantisme frappe très fort et il irrigue tout Balzac. Donc voilà, je veux juste m'attarder sur cette impression qui fut la mienne lorsque je traversais toutes les pages du Cénacle. Le Cénacle, c'est une bande de potes qui n'ont encore rien prouvé, mais qui ont envie de prouver des choses. C'est l'amitié, c'est avoir 20 ans, et c'est rêver à plusieurs des grandes choses qu'on fera chacun de notre côté. Mais tout en suivant le parcours des autres, et en se glorifiant des victoires des autres. Quand il y en a un qui gagne, on gagne tous à plusieurs finalement. Et voilà, il y a une autoroute, la vie est une autoroute. On va faire de grandes choses, et on s'entraide. Évidemment, ça commence, on n'est pas aussi riche qu'il faudrait, on est dans la misère. Misère toute relative, méfions-nous. Les romantiques, hein, ils sont pas tout à fait à la rue non plus, tous ces gens. Mais, voilà, j'ai passé des nuits entières, je me souviens peut-être qu'à ce moment-là, parce que il y a longtemps que j'étais pas tombé sur un bouquin, on a le droit avec les bouquins de s'emmerder. 9 fois sur 10, on se fait quand même pas mal chier. Oui, faudrait peut-être le rappeler ça aussi. Tu crois que t'es dans un top 10, je te vends la littérature comme une panacée. Mais qu'est-ce qu'on s'emmerde, bien souvent. Mais oui. Arrête de jouer avec cette olive. Ça commence à bien faire aussi. Et j'ai passé des nuits extraordinaires, je ne lâchais plus ce bouquin. Ça m'a fait la même impression qu'à la lecture des Misérables, par exemple. Certainement parce que le Cénacle fait énormément penser au club de l'ABC.
Tiens, chose curieuse, des jeunes étudiants qui travaillent entre eux, et qui ont des visions du monde. On est plus politisé peut-être au club de l'ABC, parce que voilà, arrivent des combats, arrivent des barricades, et il faudra être là. Donc là, on n'a pas Enjolras, mais on a d'Arthès, qui écrit des romans, qui réussira. Tout jeune romancier qui veut écrire des romances a d'Arthès dans un coin de sa tête. Et s'il l'a pas, c'est qu'il n'a pas le nom, mais il en a déjà la silhouette. Je vais juste lire quelques pages du Cénacle. Voilà. C'est du bien. Je déconne avec l'olive. Vas-y, prends-en une autre. Dans cette froide mansarde se réalisaient donc les plus beaux rêves du sentiment. Là, des frères tous également forts en différentes religions de la science s'éclairaient mutuellement avec bonne foi, se disant tout, même leurs pensées mauvaises. Tous d'une instruction immense et tous éprouvés au creuset de la misère. Une fois admis parmi ces êtres d'élite et pris pour un égal, Lucien y représenta la poésie et la beauté. Il y lut des sonnets qui furent admirés. On lui demandait un sonnet, comme il priait Michel Chrétien de lui chanter une chanson. Dans le désert de Paris, Lucien trouva donc une oasis rue des Quatre Vents. Au commencement du mois d'octobre, Lucien, après avoir employé le reste de son argent pour se procurer un peu de bois, resta sans ressources au milieu du plus ardent travail, celui du remaniement de son œuvre. Daniel d'Arthès, lui, brûlait des mottes et supportait héroïquement la misère. Il ne se plaignait point, il était rangé comme une vieille fille et ressemblait à un avare, tant il avait de méthode. Ce courage excitait celui de Lucien, qui, nouveau venu dans le Cénacle, éprouvait une invincible répugnance à parler de sa détresse. Lucien ignorait combien les grands esprits ont d'indulgence. Chacun de ses amis concevait les faiblesses particulières aux hommes de poésie, les abattements qui suivent les efforts de l'âme surexcitée par les contemplations de la nature qu'ils ont mission de reproduire. Ces hommes, si forts contre leurs propres maux, étaient tendres pour les douleurs de Lucien. Ils avaient compris son manque d'argent. Le Cénacle couronna donc les 12 soirées de causerie, de profonde méditation, de poésie, de confidence, de courses à pleine aile dans les champs de l'intelligence, dans l'avenir des nations, dans les domaines de l'histoire, par un trait qui prouve combien Lucien avait peu compris ses nouveaux amis. « Lucien, mon ami, lui dit Daniel, tu n'es pas venu hier chez Fricoteau, et nous savons pourquoi. » Lucien ne put retenir des larmes qui coulèrent sur ses joues. « Tu as manqué de confiance en nous, lui dit Michel Chrétien. Nous avons tous, dit Bianchon, trouvé quelque travail extraordinaire. Moi, j'ai gardé pour le compte de Desplein un riche malade. D'Arthez a fait un article pour la revue encyclopédique. Chrétien a voulu aller chanter un soir dans les Champs-Élysées avec un mouchoir en 4 chandelles. Mais il a trouvé une brochure à faire pour un homme qui veut devenir un homme politique, et il lui a donné pour 600 francs de Machiavel. Léon Giraud a emprunté 50 francs à son libraire. Joseph a vendu des croquis. Et Fulgence a fait donner sa pièce dimanche. Il a eu salle pleine. Voilà 200 francs, dit Daniel. Accepte-les et qu'on ne t'y reprenne plus. Voilà, c'est les illusions perdues. Faudrait passer quelques centaines d'heures dessus, quoi. Numéro 7. Je mets Fermina Marquez, de Valérie Larbaud. Fermina Marquez, que voici. Là, celui-là. C'est un petit bouquin, c'est un petit livre. Parler un petit peu de Larbaud. Valérie Larbaud, c'est... On le connaît peut-être un peu plus en tant que traducteur, c'est pas impossible. Il a fait une très belle traduction du Ulysse de Joyce. Ce truc extraordinaire. Et la trad est chouette. C'est un mec pour qui tout va bien, hein, lui, dans la vie. Il est né avec un portefeuille rempli. Par contre, il y en a beaucoup qui s'en contentent. Et lui avait quand même une énorme passion pour la littérature. Il a eu l'occasion de... Voilà, il avait tout le temps qu'il voulait pour lire des livres. Il a voyagé, il a écrit un petit peu. À un moment donné, il s'est dit, je vais en écrire quand même.
Et on trouve deux types d'œuvres chez Larbaud, des romans qui racontent un petit peu l'errance, c'est beaucoup dire, mais la petite vie de ces gens tranquilles. C'est pas ce que je préfère dans son œuvre. Et l'autre, pendant, c'est une littérature sur l'enfance et sur l'adolescence. Et il y a Enfantine, par exemple, de Larbaud, c'est vraiment magnifique. Et il y a, il y a Fermina Marquez, donc qui raconte l'histoire d'un collège, alors collège-lycée, hein, il y a un petit peu les deux en un, le collège Saint-Augustin, donc dans lesquels vivent toute une communauté de collégiens, et débarque une jeune fille, Fermina Marquez. Elle est magnifique, ils en tombent tous amoureux. Et on a un petit peu le point de vue des uns et des autres, avec leur caractère, sur Fermina Marquez. C'est vrai que cette littérature de l'enfance, adolescence, c'est une littérature où il y a beaucoup de correspondance avec Proust, déjà, sur l'enfance, avec Roger Nimier, qui pouvait donner très fort dans tout ça. Une enfance tumultueuse et tout, mais... Et avec évidemment avec Alain Fournier, donc l'auteur du Grand Maulne, que j'ai pas là dans le top 10. Eh oui, bah oui, mais non, mais je te l'ai dit au début, qu'on allait en chier. Merde, y a pas... Ne me regarde pas comme ça, c'est comme ça. Mais la plupart de tes bouquins préférés, tu vas voir que ça se trouve, ils y seront pas. On s'inflige des trucs de dingue. Donc cette littérature, voilà, sur l'enfance, moi c'est un truc qui me touche beaucoup, mais encore c'est pas le tout d'avoir le fond, il faut avoir la forme. Là, Valérie Larbaud, on a quelque chose de... Typiquement, c'est une littérature faussement simple pour arriver à ce genre d'effet si évident. C'est une littérature qui raye, qui enlève beaucoup. On enlève et on garde à la fin un petit truc. Nimier était fan de Larbaud, évidemment. Voilà, donc on a les points de vue on a toute une galerie de petits personnages. On a Santos, le crâneur. On a Joigny Legnaud, qui rêve d'une gloire militaire qu'on devrait transposer en littérature. Très balsacien dans l'idée. On a le petit Camille Moutier qui est intimide, qui ne l'empêche pas de regarder Fermina Marquez, mais tout en baissant les yeux, bien sûr. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Larbaud met tout un truc de chevaleresque, un truc de chevalerie dans ce regard qu'ils ont sur cette fille. Ce qui peut rappeler un petit peu le Tortilla Flat de Steinbeck, par exemple. C'était des adultes et des poivreaux, mais il y avait cette notion de chevalier du Graal, de transposer dans un truc qui n'a rien à voir. Il faut lire un petit peu des trucs, donc je vais lire quelques passages. Nous étions maintenant l'escorte habituelle de la jeune fille. Une dizaine, à peu près. Tous ceux qui l'approchaient, ceux auxquels elle parlait, ceux qui jouaient avec elle, formaient autour d'elle une sorte de cour d'amour. C'étaient ses chevaliers, les chevaliers de Fermina Marquez. De ces belles promenades dans le parc, nous ne rapportions plus l'odeur du tabac fumé en cachette, mais le parfum des petites américaines. Était-ce le géranium ou le réséda? C'était un parfum indéfinissable. Mais le scandale de notre absence aux heures des récréations, nos promenades sans permission et nos parties de tennis dans le parc inquiétèrent enfin les autorités du collège. Et un jour, chacun des chevaliers de Fermina Marquez s'entendit interdire l'accès du parc, sous les peines disciplinaires les plus graves. Seul un élève de seconde, Legnaud, était spécialement autorisé à accompagner ces dames. Madame Doloré avait demandé cette faveur parce que Legnaud protégeait le petit Marquez, le petit frère, et le guidait à travers les difficultés d'un début dans la vie de collège. Un petit extrait de Joigny Legnaud. Oui, toute sa vie, il aurait des prix. Toute sa vie, il sentirait la chaleur de ce cercle d'or posé sur lui. Toute sa vie serait pleine de cette gravité studieuse, de cette silencieuse application, incessante, à exceller en toute chose. Toute sa vie aurait pour lui cette précieuse amertume, la saveur même du laurier. Et il pouvait y avoir dehors, loin des salles d'études et des couloirs obscurs, tout le grand air et tout l'été, avec ses souffles pleins d'odeurs qui nous donnent le vertige, ou bien l'automne et les premiers brouillards chauds qui se posent comme une main sur notre cœur. Il pouvait y avoir Paris et toutes ces nuits pleines de péchés, des péchés si beaux et si terribles qu'on n'ose pas les imaginer. Il pouvait y avoir toutes les femmes de la terre, si belles qu'on voudrait leur trouver des noms qui exprimeraient leur beauté. Et il pouvait y avoir les yeux de Fermina Marquez,
où resplendissait le soleil des tropiques. Joigny Legnaud tournait son visage vers le mur, et pensant au devoir qu'il avait à faire, sentait au fond de lui une joie plus grande que toutes ses joies. Non, rien du monde ne le troublerait. Il se concentrait en soi-même, refusant de se disperser, d'accorder une seconde de tendresse à quoi que ce fût. Il voyait clairement la limite de son esprit. Il avait lu et relu Une courte vie de Benjamin Franklin, qui se terminait par ces mots. Il a tiré tout le parti possible de lui-même. Lignot pensait, Franklin devait se mépriser comme je me méprise moi-même. Mais il a trouvé le moyen d'être grand aux yeux des hommes. C'est la route à suivre, et sans broncher. Il s'économisait. Quand Fermina Marquez parut dans le collège, amenant avec elle un air nouveau, il s'accusa de s'être laissé un instant distraire. Les plus beaux yeux du monde ne devaient pas le détourner du but admirable. César avait-il une seule fois regardé tendrement les filles ou les femmes des chefs gaulois ? Quand du haut des remparts, elles le suppliaient, découvrant leur poitrine, ou bien quand les soirs de bataille, on les amenait par troupeau au camp du proconsul, avait-il jamais eu le moindre frémissement de pitié, un instant de désir pour la plus jolie et la plus infortunée ? Cependant, elles étaient complètement à lui, et elles sentaient si bien leur maître dans cet homme chauve, petit, au visage bien rasé. Que de fois Joigny avait imaginé des scènes de ce genre. Un petit passage sur Camille Moutier. Lui, il regarde Fermina, mais il n'ose pas trop lui parler. Il a passé un peu de temps avec le frère de Fermina. Passer un peu de temps avec le frère de Fermina Marquez, c'est un petit peu passer du temps avec Fermina Marquez. Devant le beau magasin de jouets, qui est au coin de la rue du Louvre et de la rue de Rivoli, sous les arcades, ils s'arrêtèrent. Le petit garçon, comme il s'y est un petit garçon, ne se lassait pas de regarder l'étalage. Il fallut entrer dans le magasin. Et Gustave fut surpris de voir que le petit garçon achetait un petit drapeau. Un drapeau de soie imprimé, collé à une hampe de fer. Qu'est-ce que le petit garçon voulait faire de cet accessoire de cotillon ? Vraiment, les grandes personnes ne savent rien comprendre. Et le lendemain de la rentrée, à la récréation d'une heure, Camille Moutier, ayant aperçu Mama Doloré et ses nièces dans le parc, sortit de la cour, le cœur battant très fort. Une fois hors de la vue des surveillants, il se mit à courir, et comme un beau chevalier paré des couleurs de sa dame, il passa devant Fermina, tenant à la main un petit exemplaire du drapeau colombien, flottant. « Tiens !» s'écria la jeune fille, « le drapeau de mon pays !» Camille Moutier revint sur ses pas et balbutia « J'allais le porter à Paquito. Où est-il, mademoiselle ?» Il n'attendit même pas la réponse. C'était déjà trop pour son courage. Il se sauva. Ce fut la grande aventure qu'il eut cette année-là. Voilà. Numéro 6. En numéro 6, je mets celui-là. Le Hussard bleu de Roger Nimier. Tu vois, là, Nimier suit Larbaud, ça en dit long sur où j'en suis dans ma tête, dans ce top 10, parce que ces deux-là sont évidemment familiers, si ce n'est dans la vie, du moins dans les thématiques. Alors évidemment, Larbaud est peut-être plus doux. Nimier, c'est le sale gosse. C'est le mouvement des hussards qui a été donné à ce mouvement après la parution de ce livre. Donc il a sorti à 25 ans. C'est tout ce qu'on attend de ce genre d'auteur un peu sulfureux. Tout ce mouvement anarchiste de droite de ces gars de la littérature. Rappelons les grandes paroles de Duhamel, le journaliste, qui disait « Pourquoi Dieu a-t-il donné autant de talent à ces gens de droite ?» Donc les hussards, il y a quoi ? Il y a Déon, il y a Jacques Laurent, il y a Blondin, qui allait finir aussi par commenter le Tour de France en cyclisme, mais de manière homérique. Voilà. Ils font souvent des phrases très courtes, ça claque comme des épées, c'est très provoquant, c'est cynique, et c'est tendre. Chez un peu tous, mais chez Nimier, c'est un petit peu la quintessence. Nimier, c'est comme si Arthur Rimbaud avait écrit un roman, quoi. C'est le truc dans les visions, les trucs... il est mort à 37 ans, donc en plus, tu vois, le rapport, tombé en voiture. Roger Nimier, qui est un énorme lecteur, c'est un des gars comme ça que je connais qui lit le plus. Il a peut-être jamais écrit son grand roman, je crois que... Il a toujours rêvé de le faire, mais peut-être trop pressé, trop de choses à faire, et pas le tempérament de se lancer dans une œuvre, dans une fresque. Je pense qu'il aurait aimé. Mais il nous a laissé beaucoup de bouquins dans un sublime d'Artagnan amoureux, avec un grand respect de l'auteur.
Enfin, bon, assez admirable. Et il a laissé donc le Hussard bleu. Donc le Hussard bleu, c'est une chronique intime d'un peloton de hussards qui rentre en Allemagne à la fin de la guerre, 45. Et là, un petit peu, comme Fermina, on a le point de vue, alors là c'est encore plus affirmé, parce que chaque chapitre, c'est le nom d'un des personnages, un des mecs de l'armée, et on a une galerie de personnages, là c'est assez flamboyant, du petit hussard, Sainte-Anne, qui est petit hussard bleu avec son petit costume, qui rentre dans le truc, naïf, tendre, à des mecs plus couillus, des Santos, des Sanders, pardon, marrant. Santos, c'est celui qu'on vient de lire, non, mais je pense qu'il l'avait en tête quand il écrit Sanders, enfin ça n'engage que moi. Casse-pompon, enfin voilà, toute une galerie de personnages, on va lire un petit bout. Nimier est évidemment un grand lecteur de Proust aussi. Voilà comment il commence le Hussard bleu. Longtemps, j'ai cru m'en tirer sans éclat. J'appartenais à cette génération heureuse qui aura eu 20 ans pour la fin du monde civilisé. On nous aura donné le plus beau cadeau de la terre, une époque où nos ennemis, qui sont presque toutes les grandes personnes, comptent pour du beurre. Votre confort, vos progrès, nous vous conseillons de les appliquer au meilleur système d'enterrement collectif. Je vous assure que vous en aurez grand besoin, car lentement, vous allez disparaître de cette terre, sans rien comprendre à ces fracas, à ces rumeurs, ni aux torches que nous agitons. Voilà 20 ans, imbécile, que vous prépariez dans vos congrès le rapprochement de la jeunesse du monde. Maintenant, vous êtes satisfaits. Nous avons opéré ce rapprochement nous-mêmes, un beau matin, sur les champs de bataille. Mais vous ne pouvez pas comprendre. Cette sale histoire que j'ose à peine appeler ma vie, cette sale histoire a duré 5 ans. D'abord, j'ai été bien déçu en 40 de voir que nous étions battus. On ne m'avait pas élevé dans ces idées-là. Prisonnier, je le suis resté jusqu'au jour où des imbéciles ont monté des postes de TSF clandestins. Quel ennui! Je me suis évadé dans la semaine qui a suivi. Alors, par manque d'imagination, je me suis inscrit dans la résistance. 1 an plus tard, mes camarades me faisaient entrer dans la milice pour préparer un assassinat politique. Ils m'avaient prévenu. Ils m'avaient dit que ce serait une épreuve pénible. Mais j'ai trouvé des garçons énergiques, pleins de muscles et d'idéal. Les Anglais allaient gagner la guerre. Le bleu marine me va bien au teint. Les voyages forment la jeunesse. Ma foi, je suis resté. Il faudrait se mettre à genoux devant chaque image du passé pour comprendre que le type, allongé là, dans l'herbe, maintenant, est entré dans une heure sérieuse de sa vie, qu'il se nomme Bersac, et qu'il n'est pas habitué, cette fois-ci, à ce qui lui arrive. À son tour, devant la mort, il est un pauvre petit nouveau. Il meurt dans le fracas du monde et la pureté du ciel. Je m'approche de lui. Prudemment, je trempe un doigt dans son sang. Il est foncé, plein de caillots, je crois, et d'une douce odeur pétrifiée. Tel était le secret de Barsac, qui semblait vivre à mi-chemin entre les dieux et les officiers supérieurs de cavalerie. Je passe toute la main sur son ventre défoncé. Ma main prend cette odeur de champignons acides. Je la garde à hauteur de mon front. Je ne comprends toujours pas, sinon que je ne saurais jamais mourir. Rien n'est plus horrible que de se mélanger à la nature. Rien n'est plus odieux que la terre. Elle nous attend. Elle n'est pas pressée. En 1 seconde, je pense amoureusement aux villes, aux maisons bien aimées, aux trottoirs, à leurs douces peaux goudronnées. Les villes si pudiques, si tranquilles après tout, pour un garçon de mon âge. Voilà, donc Roger Nimier, le Hussard bleu. Bon. Numéro 5. En numéro 5, je mets Pilote de guerre de Saint-Exupéry. Saint-Ex, il est intéressant de part en part et il est le témoin du ciel. Un peu comme Conrad était celui de la mer, donc un témoin qui vit l'aventure dans l'image qu'on a de l'aventure et qui nous le traduit avec un langage à lui, avec quelque chose qui fait qu'on peut un peu mesurer les dimensions de l'aventure et peut-être redéfinir un peu qu'est-ce que c'est que cette histoire d'aventure. C'est d'autant plus tragique que ça parvient en période de guerre. Mais il a bossé aussi pour l'aéropostale, Saint-Ex. Donc il transportait des courriers à une époque où les avions brinque-ballaient dans tous les sens. C'était jamais gagné. Quand tu montais là-dedans, c'était pas gagné que t'atterrisses. Et tu transportais le courrier des gens.
C'est formidable de transporter une lettre d'amour de Paris à Pékin. T'es un espèce de messager comme ça, et c'est l'instant technique, l'instant où en est le monde, fait de toi, fait de ta mission quelque chose d'important pour les autres. Donc ça, c'est génial. Il y a beaucoup de gars comme ça qui ont disparu dans des montagnes, qui ont disparu dans la mer, qui ont disparu en allant distribuer des courriers, des lettres d'amour. Il a fait ça. Et puis la guerre arrive, donc c'est différent après. Tu te bats pour autre chose. Syntex, c'est un style, c'est facilement lisible, je trouve. Après, sur la dernière partie de sa vie, il s'en va de plus en plus vers l'aphorisme. Petite phrase, on voit aussi beaucoup briller l'idée, peut-être plus que l'image, ça dépend. Mais sur les 2 dernières œuvres, qui sont Le Petit Prince, pour les plus jeunes certainement, et La Citadelle, pour les plus âgés, mais ça fonctionne un peu de la même manière. C'est pas ce que personnellement je préfère. Mais ce qu'il a écrit avant, j'aime beaucoup. Et on peut pas tout prendre, mais Pilote de guerre, il a réussi pour moi, notamment dans un passage de Pilote de guerre, à mettre une Odyssée dans une Iliade. Là, ça fait un moment que tu es là, tu comprends, tu sens un peu ce que je veux dire. Peut-être pas de là à tout capter, mais tu comprends l'Odyssée dans une Iliade. L'Odyssée, la géographie étendue de partout, les mouvements sur moi. L'Iliade, un lieu, un drame. Je vais pas lire ce passage parce qu'évidemment j'aurai pas le temps, ça dure tout un chapitre. L'aventure n'est pas toujours où on croit. C'est assez extraordinaire. Dans Pilote de guerre, mais comme dans d'autres romans de Syntex, j'ai lu certains des plus beaux passages de toute la littérature pour moi. C'est dire la puissance du truc. Donc je vais te lire quelques extraits de Pilote de guerre. Toute vie s'est émoussée en nous à cause de cette lente usure. Nous vieillissons. La mission vieillit. Que coûte la haute altitude ? 1 heure vécue à 10 000 mètres équivaut-elle à 1 semaine, 3 semaines, 1 mois de vie organique et d'exercice du cœur, des poumons, des artères ? Peu m'importe d'ailleurs. Mes demi-évanouissements m'ont ajouté des siècles. Je baigne dans la sérénité des vieillards. Les émotions de l'habillage m'apparaissent comme infiniment lointaines, perdues dans le passé. Arras, infiniment lointain dans l'avenir. L'aventure de guerre ? Où y avait-il aventure de guerre ? J'ai failli, voilà 10 minutes, disparaître. Et je n'ai rien à raconter. Sinon ce passage de guêpe minuscule entrevu pendant 3 secondes. L'aventure véritable eût duré 1/10 de seconde. Et chez nous, on ne revient pas. On ne revient jamais, la dire. Un peu de pied à gauche, mon capitaine. Du tertre a oublié que mon palonnier est gelé. Moi, je songe à une gravure qui m'a ébloui dans l'enfance. On y voyait sur un fond d'aurore boréale un extraordinaire cimetière de navires perdus, immobilisés dans les mers australes. Ils ouvraient, dans la lumière de cendre d'une sorte de soir éternel, des bras cristallisés. Dans une atmosphère morte, ils tendaient encore des voiles qui avaient conservé l'empreinte du vent, comme un lit, une empreinte de tendre épaule. Mais on les sentait raides et craquantes. Ici, tout est gelé. Mes commandes sont gelées, mes mitrailleuses sont gelées. Et quand j'ai, sur les siennes, interrogé le mitrailleur, « Vos mitrailleuses ? Plus rien. » Ah bon ? Dans le tuyau d'expiration de mon masque, je crache des aiguilles de glace. De temps à autre, il me faut écraser à travers le caoutchouc souple le bouchon de givre qui m'étouffe. Quand je presse, je le sens crisser dans ma paume. « Mitrailleur, l'oxygène, ça va ? » ?»« Ça va. »« Quelle pression dans les bouteilles ? » 70. »« Ah bon ? » Le temps pour nous s'est gelé aussi. Nous sommes 3 vieillards à barbe blanche. Rien n'est mobile, rien n'est urgent, rien n'est cruel. L'aventure de guerre. Le commandant Alias a cru un jour devoir me dire « Essayez de faire attention. » Attention à quoi, commandant Alias ? La chasse vous tombe dessus comme la foudre. Le groupe de chasse qui vous surplombe de 1500 mètres d'altitude, vous ayant découvert au-dessus de lui, prend tout son temps. Il louvoie, s'oriente, se place. Vous ignorez tout encore. Vous êtes la souris enfermée dans l'ombre du rapace. La souris s'imagine vivre. Elle folâtre encore dans les blés. Mais elle est déjà prisonnière de la rétine de l'épervier, mieux collée à cette rétine qu'à une glu, car l'épervier ne la lâchera plus.
Et vous, de même, vous continuez de piloter, de rêver, d'observer le sol, quand déjà vous a condamné l'imperceptible signe noir qui s'est formé sur une rétine d'homme. À la verticale, oui, mon capitaine. Hep, le mitrailleur, pas de nouvelles des chasseurs? Pas de nouvelles. En réalité, j'ignore totalement si nous sommes ou non poursuivis, et si l'on nous voit ou non, du sol, traîner derrière nous, toute une collection de fils de la Vierge semblables aux nôtres. Fil de la Vierge me fait rêver. Il me vient une image que j'estime d'abord ravissante. Inaccessible comme une trop jolie femme, nous poursuivons notre destinée, traînant lentement notre robe à traîne d'étoiles de glace. Donnez un peu de pied à gauche! Ça, c'est la réalité. Mais je reviens à ma poésie de pacotille. Ce virage provoquera le virage d'un ciel entier de soupirants. Du pied à gauche! Du pied à gauche! Faudrait pouvoir! La jolie femme rate son virage. Si vous chantez, vous tournerez de l'œil, mon capitaine! J'ai donc chanté. D'ailleurs, il m'enlève du tertre toute envie de musique légère. J'ai presque terminé les photos. Pourrais bientôt descendre en direction d'Arras. Je pourrais, bien sûr. Il faut profiter des bonnes occasions. Tiens, les manettes des gaz aussi sont gelées. Et je me dis, il est revenu cette semaine une mission sur 3. Il est donc une haute densité du danger de guerre. Cependant, si nous sommes de ceux qui reviennent, nous n'aurons rien à raconter. J'ai autrefois vécu des aventures, la création des lignes postales, la dissidence saharienne, l'Amérique du Sud. Mais la guerre n'est point une aventure véritable. Elle n'est qu'un ersatz d'aventure. L'aventure repose sur la richesse des liens qu'elle établit, des problèmes qu'elle pose, des créations qu'elle provoque. Il ne suffit pas, pour transformer en aventure le simple jeu de pile ou face, d'engager sur lui la vie et la mort. La guerre n'est pas une aventure. La guerre est une maladie, comme le typhus. Peut-être comprendrai-je plus tard que ma seule véritable aventure de guerre a été celle de ma chambre d'Orconte. Mon capitaine, il tire. Paula, on me tire dessus. Je jette un coup d'œil à l'altimètre. 650 mètres. Les nuages sont à 700 mètres. Bon, je n'y puis rien. Mais sous mon nuage, le monde n'est pas noirâtre comme je croyais le pressentir. Il est bleu. Merveilleusement bleu. C'est l'heure du crépuscule. Et la plaine est bleue. Par endroits, il pleut. Bleu de pluie. 168! Entendu. 168. Va pour 168. Il fait bien faire des zigzags, le chemin vers l'éternité. Mais ce chemin, qu'il me paraît tranquille. Le monde ressemble à un verger. Tout à l'heure, il se montrait dans la sécheresse d'une épure. Tout m'apparaissait inhumain. Mais je vole bas, dans une sorte d'intimité. Il y a des arbres, isolés ou groupés, par petits paquets. On les rencontre. Et des champs verts. Et des maisons aux tuiles rouges, avec quelqu'un devant la porte. Et de belles averses bleues tout autour. Paula, par ce temps-là, sans doute, nous rentrait vite. 175. Mon épitaphe perd beaucoup de sa rude noblesse. À ma tenue, 172, 174, 168, 175. J'ai plutôt l'air versatile. Tiens, mon moteur tousse. Il se refroidit. Je ferme donc les volets de capot. Bon, comme c'est l'heure d'ouvrir le réservoir supplémentaire, je tire le levier. Je n'oublie rien. Je jette un coup d'œil sur la pression d'huile. Tout est en ordre. Ça commence à faire vilain, mon capitaine. Tu entends, Paula ? Ça commence à faire vilain. Et cependant, je ne puis pas ne pas m'étonner de ce bleu du soir. Il est tellement extraordinaire. Cette couleur est si profonde. Et ces arbres fruitiers, ces pruniers peut-être, qui défilent. Je suis entré dans le paysage. Fini les vitrines. Je suis un maraudeur qui a sauté le mur. Je marche à grandes enjambées dans une luzerne mouillée et je vole des prunes. Paula, c'est une drôle de guerre. C'est une guerre mélancolique et toute bleue. Je me suis un peu égaré. J'ai trouvé cet étrange pays en vieillissant. Oh non, je n'ai pas peur. C'est un peu triste, et voilà tout. Zigzaguer, capitaine! Ça, c'est un nouveau jeu, Paula. Un coup de pied à droite, un coup de pied à gauche, on déroute le tir. Quand je tombais, je me faisais des bosses. Tu me les soignais sans doute avec des compresses d'arnica. Je vais avoir fameusement besoin d'arnica. Tu sais, quand même, c'est merveilleux le bleu du soir.
J'ai vu là, sur l'avant, 3 coups de lance divergents, 3 longues tiges verticales et brillantes, sillage de balles lumineuses ou d'obus lumineux de petit calibre. C'était tout doré. J'ai vu brusquement, dans le bleu du soir, jaillir l'éclat de ce candélabre à 3 branches. « Capitaine, à gauche, tirez très fort, obliquez !» Coup de pied. Ah, ça s'aggrave, peut-être. Ça s'aggrave, mais je suis à l'intérieur des choses. Je dispose de tous mes souvenirs et de toutes les provisions que j'ai faites, et de toutes mes amours. Je dispose de mon enfance qui se perd dans la nuit comme une racine. J'ai commencé la vie sur la mélancolie d'un souvenir. Ça s'aggrave, mais je ne reconnais rien en moi de ce que je pensais ressentir face à des coups de griffe d'étoiles filantes. Je suis dans un pays qui me touche au cœur. C'est la fin du jour. Il y a de grands pans de lumière, entre les orages, sur la gauche, qui bâtissent des carrés de vitrail. Je palpe presque de la main, à 2 pas de moi, toutes les choses qui sont bonnes. Il y a ces pruniers à prunes, cette terre à odeur de terre. Il doit être bon de marcher au travers des terres humides. Tu sais, Paula, j'avance doucement, en balançant de droite à gauche, comme un char à foin. Tu crois ça rapide, un avion? Bien sûr, si tu réfléchis. Mais si tu oublies la machine, si tu regardes, tu te promènes tout simplement dans la campagne. Pilote de guerre, c'est quand même, en gros, on est même dans une Iliade sur le bouquin, c'est un mec qui est dans un cockpit d'avion, il doit partir en mission sur Arras. Il a donc ses 2 coéquipiers qui l'aident à piloter et l'autre qui photographe. Ils doivent prendre des photos d'Arras. Ils sont en mission. Et voilà, il y a ce truc. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est cette différence d'atmosphère entre un monde qui est en guerre, quand tu descends sous certains nuages et t'as des villes qui sont explosées, et t'as ce gars qui ne peut pas s'empêcher de voir la beauté autour, ce bleu du ciel, ces nuages, enfin tout ce qu'on vient d'entendre. Et tout ça, forcément, se mêle aux souvenirs, à d'autres aventures, qu'il a eu le temps de conceptualiser, de penser comme aventure, parce qu'il avait le temps. Là, il nous explique qu'on vieillit beaucoup plus vite dans une action et qu'on n'a pas le temps de conscientiser l'aventure, que c'est peut-être pas là, au moment de l'aventure, au moment où des ennemis derrière nous tirent dessus, c'est peut-être pas là l'aventure, c'est peut-être ailleurs. Mais c'est dans cet instant, c'est dans ce cockpit. C'est très dense. Et voilà, moi, il est placé très haut celui-là parce qu'il recoupe aussi mes intérêts thématiques. On peut pas faire de top 10 si on n'a pas des gros coups de cœur, des grosses passions de quelque chose. Une Odyssée dans une Iliade, par exemple. Voilà, cette manière de partir d'un espace et d'élargir à tous les espaces. Et je te parle d'espace géographique, mais aussi espace de la mémoire, espace du souvenir. On n'est pas là maintenant, on irradie. On est là maintenant, un point qui irradie et qui communique avec tout. Géographiquement, psychologiquement. Voilà. Mais encore faut-il avoir la plume de Syntex pour nous rendre ça... pilote de guerre, quoi. Ah ouais! Fin de la partie 1. Rendez-vous pour la partie 2. Lien dans la description. Qu'est-ce qu'il fout? Bon bah... Je peux avoir des olives?